Bonjour à tout le monde. Je vais partager mon écran, voilà, pour afficher la présentation d'aujourd'hui. Donc effectivement, pardon, oui, hop. Donc effectivement, je suis en présence de Perica, je te laisse, te présenter si tu veux et je le ferai dans un deuxième temps. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je suis Perica Chouchevitch, chef de la mission juridique de la DINUM. Et je donne la parole à Nicolas. Oui, donc Nicolas Schwesgut. Moi je suis le chef de projet, de DataPass, qui est effectivement un produit de la DINUM, qui traite d'habilitation juridique dont on parlera juste après. Parce que dans un premier temps, je vais laisser la main à Perica donc dans le déroulé de la séance pour le sujet de la circulation des données entre Mm. administrations. Avant, moi, dans un deuxième temps, de vous parler effectivement de l'outil DataPass. Et ensuite, on fera une rapide présentation des outils qui peuvent favoriser concrètement la circulation des données dont on va parler ici. Alors, la circulation des données entre administrations, j'aurais tendance à dire que sur le plan historique, je dirais tout le sujet commence à émerger au début des années 2000, et notamment sous l'impulsion de l'Union européenne, qui lance un grand programme d'allègement de la charge administrative pour les citoyens, en affirmant un principe selon lequel on ne peut pas redemander à un citoyen de redonner sempiternellement les mêmes informations aux mêmes administrations. Et ce principe avait été dénommé en anglais Tell us once et traduit en français par dites-le nous une fois. Donc, je dirais au début des années 2000, c'est sous l'angle purement philosophique et on essaie d'alléger, je dirais, les procédures administratives sous cet angle. Néanmoins, on commence à l'inscrire dans le droit vers 2011-2012 et on essaie à la fois d'affirmer ce principe et à la fois je dirais, de tirer tous les bienfaits de l'échange de données en administration. Quand je parle des bienfaits, je dirais c'est à la fois un dispositif qui permet de simplifier et d'améliorer la relation avec les usagers en leur disant, bah, voilà, vous n'avez plus à fournir la même chose autant de fois qu'une administration vous le demande. Et puis, il y a aussi un autre volet, on ne vous demande plus de faire le facteur entre deux administrations, d'aller chercher un document justificatif, disons, aux impôts, et d'aller le porter, je dirais, aux affaires sociales pour obtenir un droit. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse s'échanger directement des informations. Donc, parmi les bienfaits, on a à la fois la simplification et l'amélioration de la relation avec l'usager. C'est aussi d'une des facettes, je dirais, du pilotage des politiques publiques par la donnée, en disant bah, finalement, je vais organiser mes procédures pour juste demander les données que je ne peux pas obtenir par ailleurs, etc. Ça permet aussi, je dirais, d'utiliser ce dispositif qui est à la fois un dispositif de simplification, mais qui est aussi un vecteur puissant de lutte contre la fraude, parce que si j'obtiens des informations directement à la source, c'est beaucoup plus sécurisé que de demander à un usager de nous apporter un document qui serait potentiellement en mesure de falsifier. Et donc, quand on est dans ce dispositif d'échange, je dirais de données, je dirais quelque part certifiées, eh bien, on peut aussi changer le travail des agents ou le contrôle a priori, qui était un contrôle des pièces qui figuraient dans un dossier. Bah, finalement, ce contrôle des pièces n'est plus à faire puisqu'on obtient de la donnée certifiée. Et donc, on peut déplacer, je dirais, le contrôle a priori vers du contrôle a posteriori. Donc, je dirais, les bienfaits sont assez nombreux pour qu'on puisse, grosso modo, en faire une liste quasiment exhaustive. Donc, une fois que j'ai fait ce rappel historique, où est-ce qu'on retrouve ces principes dans la loi? Alors, on va les retrouver dans le Code des relations entre le public et l'administration. C'est notre fameux CRPA. Donc, l'acronyme, c'est bien le Code des relations entre le public et l'administration. Et il est prévu un principe que nous, désormais, on nomme dites-le nous une fois, un principe selon lequel une personne qui présente une demande ou qui produit à l'administration une déclaration ne peut pas être tenue de produire des informations ou des données que l'administration détient déjà ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une autre administration qui participe au système d'échange qui est prévu à l'article 114.8. Donc, le 113.12, c'est le principe selon lequel vous n'avez pas à fournir 100 fois la même information.
Après, ce principe, il a un corollaire technique que l'on retrouve un petit peu plus loin dans le code, et ce qui est l'obligation d'échange entre administrations pour traiter ces fameuses demandes et ces fameuses déclarations qui sont présentées par le public. Et donc, pour que le principe dites-le-nous une fois fonctionne, eh bien, il faut que de l'autre côté, il y ait une véritable obligation entre les administrations d'échanger des données. Alors, on échange quoi? On échange les données qui sont strictement nécessaires pour traiter une demande ou traiter une déclaration qui est présentée par le public. Donc, dans tous les cas où une demande est faite par un usager, et dans tous les cas où une administration détient l'information qui nous est nécessaire, eh bien, il y a une sorte de double obligation. Il y a une obligation pour celui qui doit obtenir ces informations de les demander à une autre administration. Et puis, il y a l'obligation pour cette même administration de fournir au demandeur l'information qui lui est nécessaire. Et on va bien regarder, je dirais, on va faire une sorte d'analyse sémantique de cet article, puisqu'on dit les administrations échangent, donc on se demandera qu'est-ce qu'une administration. Les informations strictement nécessaires, ben on se demandera qu'est-ce qui est strictement nécessaire. Pour traiter une demande ou une déclaration, ben du coup, on aura à se poser la question de est-ce que l'administration, si tant est qu'on est qualifié, je dirais le demandeur d'administration, est-ce qu'elle traite une demande ou une déclaration? Donc, ce sont tous ces éléments, je dirais, quelque part de vérification et que Nicolas traitera plus en détail, je dirais, sous l'angle opérationnel, qui est notre outil de demande d'accès à des informations qu'on appelle DataPass. Donc, quelles sont les obligations en dehors du simple fait pour le demandeur de demander à une autre administration, pour le fournisseur de données de fournir la donnée à celui qui demande? Il y a aussi une obligation d'information du public, je dirais, sur les données qui sont échangées. Alors, évidemment, il y a une information particulière pour la personne concernée, c'est-à-dire que pour la personne concernée, l'administration qui aura à traiter sa demande ou sa déclaration doit lui dire « voici la liste des informations qui me sont nécessaires pour traiter ta demande ou ta déclaration, et parmi ces informations, voici celles que je vais obtenir par ailleurs auprès d'une autre administration. » Donc ça, c'est une information auprès de la personne concernée. Et puis, il y a aussi une information du grand public sous forme d'open data, puisque la liste des administrations qui obtiennent directement des données auprès d'autres administrations, la liste des données qui sont échangées, le fondement juridique sur lequel repose le traitement de ces données, ça fait l'objet d'une diffusion publique. Et on a un jeu de données pour ce qui concerne, je dirais, les habilitations qui sont accordées par la DINUM, qui figurent sur DataGouv. Et donc, vous pouvez aujourd'hui accéder à ce jeu de données qui va vous dire quelles sont les administrations qui vont demander à d'autres administrations des données, sur quel fondement juridique et de quelles données il s'agit. Donc ça, c'est, je dirais, pour le traitement des demandes et des déclarations pour les usagers. Et cette situation est née dès 2011-2012. Par l'adoption de la loi dite 3DS, simplification, déconcentration, etc., de 2022, on a ajouté un autre volet qui est l'approche proactive à l'égard de nos usagers, de nos citoyens. L'idée étant, tout d'abord, de lutter contre le non-recours au droit. Je vous dresse une situation très simple et qui a pu être analysée notamment aux affaires sociales. On a pu constater que, dans certains cas, il y a moins de 30% de personnes qui arrivent à obtenir les droits pour lesquels ils sont éligibles. On va dire, grosso modo, on a un tiers des personnes qui ne savent même pas que le droit existe. Donc, ils n'y recourent pas parce qu'ils ne savent pas que ça existe. On a un tiers de personnes qui savent que le droit existe, mais la constitution du dossier est beaucoup trop complexe et donc n'y arrivent pas et abandonnent. Et finalement, quand on a un besoin social de sang, eh bien finalement, il y a juste un tiers qui est servi et on a les 2 tiers qui ne sont pas servis. Donc, c'est pour ça qu'on a inscrit, je dirais, cette nouvelle finalité pour ce qui concerne les échanges de données entre administrations, qui est cette finalité proactive. Et cette proactivité se fait en 2 temps. Dans un premier temps, l'idée, c'est de pouvoir analyser et identifier
parmi un groupe de personnes, quelles seraient les personnes qui seraient éligibles à un droit. Et la première étape, c'est de leur dire, au regard des informations que nous avons sur vous, parce qu'on a réussi à échanger des données entre vous et grosso modo, on a réussi à dresser votre profil, savez-vous que vous pouvez prétendre à, je ne sais pas, l'allocation de rentrée scolaire, l'aide personnalisée au logement, etc., etc. Et donc, il y a cette première étape de « on vous informe des droits auxquels vous pouvez prétendre ». Et l'autre étape, qui est mise en œuvre parfois, et je parlais de l'aide de l'allocation de rentrée scolaire ou bien le chèque énergie, eh bien, ce sont des droits qui, dans certaines conditions, peuvent être accordés automatiquement sans même que les personnes ne le demandent. Donc, quand on est dans la première étape, c'est-à-dire j'informe les personnes de leurs droits et je leur dis si vous voulez demander ce droit, cliquez ici, bah, du coup, on tombe dans le premier groupe, c'est-à-dire vous faites une demande auprès de l'administration, et ce sont les mêmes modèles que je dirais le sujet du dites-le-nous une fois initial. Et puis pour les cas de proactivité, eh bien, quand c'est l'attribution automatique de droits, eh bien, il n'y a pas de demande réelle de l'usager, sauf qu'on peut peut-être se raccorder à une demande, puisqu'on va devoir au moins fournir, je dirais, des coordonnées bancaires s'il s'agit d'un droit qui est financier. Et donc, pour ce qui concerne la proactivité, comme au départ, vous ne savez pas quelles sont les personnes qui sont couvertes par le droit, bah, vous ne savez pas quelles sont les personnes concernées à ce stade. Donc, il y a une première étape d'identification. Une deuxième étape qui est de dire, une fois que je vous ai identifié, je rentre en contact avec vous. Et quand je rentre en contact avec vous, à partir de là, j'assure votre information en disant, vous avez le droit de refuser qu'on vous propose des choses proactives, etc., etc. Et alors, tout ceci, tous ces échanges de données s'effectuent évidemment, je dirais, dans le cadre du respect des secrets et des intérêts protégés par la loi. Et dans un premier temps, je dirais, même si on avait adopté des mesures législatives où on avait obligé les administrations à échanger des données entre elles, il n'était pas rare que certaines administrations nous disent « on ne peut pas, parce que je suis tenu au secret professionnel ». Et c'est là où on a inscrit dans le droit le principe selon lequel une administration qui est détentrice, qui serait destinataire des informations qu'elle demande, on ne peut pas lui opposer le secret professionnel dès lors que ces administrations sont, dans le cadre de leur mission légale, habilitées à avoir connaissance, je dirais, des informations qu'elles demandent ou des informations qui sont échangées. Et c'est là, je dirais, sous ces différents angles, qu'on va utiliser le dispositif de demande d'accès aux informations qu'on appelle DataPass. Et donc, c'est sous ce prisme-là que les administrations vont s'adresser à nous dans les conditions que Nicolas va nous décrire pour nous assurer qu'elles sont bien une administration, qu'elles traitent des demandes et des déclarations, que les informations qu'elles demandent sont bien en adéquation, je dirais, avec les missions qui sont les leurs, c'est-à-dire le traitement des demandes et des déclarations, et qu'elles sont bien légalement habilitées à accéder à ces informations. Si elles ne l'étaient pas, et si c'est la DINUM qui met à la disposition, je dirais, des personnes les données, eh bien, la DINUM, si elle ne procédait pas à toutes ces vérifications, pourrait engager sa responsabilité, parce que le principe général, et notamment pour ce qui concerne les données à caractère personnel, c'est le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données et notamment veiller à ce que des tiers non autorisés n'y aient pas accès. Et si on donne à des tiers non autorisés, eh bien, la personne qui est responsable du traitement peut se voir sanctionnée de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. D'où l'attention toute particulière que nous avons sur la vérification des habilitations et de la qualité du demandeur, et notamment le fait qu'il est bien habilité à accéder aux informations qui lui seraient utiles. Donc, peut-être que tu veux te lancer tout de suite dans la présentation de DataPass. Ouais, tu veux revenir sur les modalités d'échange dans un second temps ou pas? Bah, après, les modalités d'échange, ce sera plutôt les modalités d'ordre technique, Okay. et ce sera peut-être plus l'occasion de présenter plutôt le bouquet d'API que propose la DINUM. Ouais. Mais on va peut-être rester sur ces premiers éléments qui sont les éléments, je dirais, de vérification, Ouais. que
on rentre bien dans un cadre, je dirais, de confiance et que les données qu'on met à disposition, on les met à disposition de personnes qui sont dûment habilitées. Et ça, c'est tout l'objet de DataPass. Tout à fait, effectivement. Alors, je vais J'ai avoir... peut-être juste quelques questions pour Perica avant. Oui. Quelqu'un nous demande, est-on bien d'accord qu'il s'agit là du principe général, mais que d'autres textes plus spécifiques peuvent fonder d'autres obligations, par exemple de la pâtre de l'adhésion fiscale. Je ne sais pas trop si tu comprends l'exemple, mais... Pardon? Je ne sais pas si tu as bien entendu ma question. Oui. Alors, je n'ai pas entendu la fin. Par exemple, de la pâtre de l'adhésion fiscale, mais je ne suis pas sûre de comprendre. Parce que, alors, quand je vous parlais de l'adaptation du secret professionnel, je vous disais, en 2011-2012, on met en place le principe dites-le-nous une fois et l'obligation d'échange. On se retrouve entre 2011-2012 et 2015 dans une situation où certaines administrations, et notamment la DGFiP, fait valoir le secret professionnel. Et c'est sous cette pression-là qu'on a adapté le secret professionnel par voie d'ordonnance, justement pour que tout le dispositif fonctionne. Après, nous avons mené des travaux avec la DGFiP qui nous a dit, en tout état de cause, les dispositions qui peuvent figurer ici ou là, et notamment dans le livre des procédures fiscales, la question était de se dire, parce que nous, juristes, on a le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale. Donc, est-ce que notre système d'échange entre administrations au titre de dites-le-nous une fois ou l'obligation d'échange, est-ce que c'est ça la loi spéciale ou est-ce que c'est la loi générale? Et la loi spéciale, c'est le livre des procédures fiscales, par exemple. Et le livre des procédures fiscales fonctionne avec un secret professionnel en matière fiscale absolu et auquel il ne peut être dérogé que par des dispositions sectorielles et exception par exception. Et on a travaillé avec nos collègues de la DGFiP pour s'accorder à dire, quand on est dans le cadre que je vous explique, c'est-à-dire le cadre, dites-le-nous une fois, et le traitement des demandes et des déclarations des usagers ou l'action proactive, eh bien, le livre des procédures fiscales n'est absolument pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions. En revanche, si on avait d'autres finalités, et notamment, par exemple, la finalité de lutte exclusive contre la fraude, en disant je ne traite pas des demandes et des déclarations des usagers, je n'ai pas d'action proactive, je veux obtenir des informations à des fins de lutte contre la fraude parce que le reste ne m'intéresse pas, eh bien là, on ne peut pas dire que le dispositif que je vous décris fonctionne. Donc, est-ce que là, j'ai réussi à répondre à la question? Bon, on va voir ça dans les réponses. Mais si tu veux, je peux te proposer une autre question qui est arrivée dans le chat. OK. Quel périmètre pour les administrations, État et collectivités territoriales? Alors, quand on parle d'échange de données entre administrations, ce qu'on entend par administration, c'est ce qui est décrit à l'article 100-3 du CRPA. Et pour le faire court, c'est n'importe quel organisme, qu'il soit de droit public ou de droit privé, mais qui mène une mission de service public administratif. C'est-à-dire toute entité chargée d'une mission de service public, mais ceux qui sont exclus du dispositif, ce sont les services publics industriels et commerciaux, parce qu'ils se trouvent dans un terrain qui est vraiment trop concurrentiel, et donc leur accorder des facilités à elles, sans les accorder à leurs concurrents, je dirais, on créerait une disparité concurrentielle et un avantage, je dirais, pour les EPIC. Donc, quand on parle d'échange de données entre administrations, au titre du 114.8 que j'avais décrit, ce sont bien ces entités qui sont chargées d'une mission de service public administratif. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le 100-3, parce que le 100-3 vous explique qu'est-ce que le public et quelles sont les administrations. Donc, on décrit, puisqu'on est dans le code des relations entre le public et l'administration, et se pose aussi la question de est-ce que les agents publics peuvent bénéficier de ce dispositif? Et la réponse est oui, puisque le code nous dit, sauf disposition contraire, toutes les mesures qui sont inscrites dans le code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également entre l'administration et ses agents.
Et il y a des dispositions qui excluent la relation agent-administration dans le code, mais il n'y a pas de disposition, je dirais, qui exclurait l'échange de données dans la relation agent et administration. Est-ce que nous avons d'autres questions? On a une autre question. Quand on parle de demandeur, il s'agit en fait de requêtes entre SI ou autres. Comment s'assurer de la validité de la demande? Alors, on parle d'un demandeur, c'est quelqu'un qui va demander l'accès à des informations. Donc, alors, on parle bien de ça, hein, on parle bien de l'administration demanderesse, en quelque sorte. Et on part du principe que quand on parle du demandeur, on ne parle pas de l'usager qui fait une demande. On parle bien de l'administration qui va s'adresser à une autre administration pour faire la demande. Ouais, je pense. Donc voilà. Donc, ce demandeur-là, c'est-à-dire l'administration demanderesse, eh bien, cette administration demanderesse va s'adresser à l'administration qui détient les informations, ou bien à l'administration, je dirais, qui joue le rôle, quelque part, de guichet unique d'accès aux informations, et en l'occurrence la DINUM, parce que le principe, c'est soit c'est l'administration, on va dire, productrice des données qui met à disposition, ou bien on désigne des administrations parce qu'on a des sortes d'administrations de référence pour certaines informations, et ça on le verra tout à l'heure, soit les données peuvent être mises à disposition par la DINUM. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a essayé de créer, je dirais, un parcours de demande unifié qui est tout l'objet de DataPass, qu'on utilise nous, DINUM, pour savoir en fait qui sont nos demandeurs et est-ce qu'ils sont éligibles pour accéder aux données, mais que bon nombre aujourd'hui d'administrations utilisent, ou en tout état de cause, peut-être pas l'outil lui-même, mais en tout cas la cinématique est à peu près la même. Donc peut-être que Nicolas pourra dérouler le fonctionnement de DataPass, comme ça vous verrez en fait quels sont les champs que vous devez remplir. Ouais. Et comment en fait se fait à chaque fois l'analyse. Ouais. Et je réagis juste sur un point d'ailleurs de la question, parce que effectivement, on parlait tout à l'heure des collectivités locales comme étant des administrations qui peuvent vouloir accéder à de la donnée. Le point de dire que c'est de SI à SI me fait réagir, parce que l'objectif aussi de DataPass, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent remplir les demandes ne soient pas forcément des profils techniques, pour que ce soit notamment à la portée, on va dire, de collectivités locales qui n'ont pas forcément les compétences et les équipes techniques en interne. Et donc, l'objectif, c'est que, même si c'est un outil éminemment juridique, parce que le sujet est quand même assez juridique ici, c'est de réussir à faire en sorte que des profils non techniques ni juridiques, à vrai dire, potentiellement, puissent venir remplir des demandes pour accéder aux données, afin de pouvoir faire profiter à la fin les usagers des services qui dépendent des données en question. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions, Tana, à ce stade? Pas d'autres questions. Je pense qu'on peut passer à la présentation de DataPass. Ok, donc je passe la parole à Nicolas. Oui, parce qu'effectivement, je vais vous parler rapidement de DataPass et ensuite vous montrer, comme tu disais, Perica, l'application, on va dire, concrète des différents principes qu'on a évoqués là, et notamment comment ça se passe concrètement pour faire la vérification des informations dont on a parlé. Pour introduire rapidement DataPass, c'est donc l'outil d'habilitation à la donnée restreinte des administrations, ce qui veut dire que sur DataPass, il y a deux typologies d'utilisateurs. Ce que je vais appeler là dans les prochaines minutes les fournisseurs de services, c'est-à-dire des administrations qui viennent pour demander l'accès à de la donnée qui leur sera utile pour proposer des services. Donc typiquement, dans l'exemple que je vais prendre tout à l'heure, je vais me mettre dans le cas d'une collectivité locale qui veut faire un service sur son territoire et qui, pour ça, a besoin de données de ce qu'on appelle la fournisseur de données, c'est-à-dire des administrations qui, elles, exposent de la donnée de différents moyens, mais en tout cas, ont de la donnée qui peut servir aux fournisseurs de services, et qui vont donc, eux, recevoir les demandes et les instruire, c'est-à-dire les valider, les refuser, éventuellement demander des modifications. Enfin, voilà. DataPass, par essence, c'est un outil vraiment d'échange entre ces fournisseurs de données et les fournisseurs de services. Un peu de vocabulaire métier, parce que je vais l'utiliser. Voilà. Dès qu'une demande est validée, elle crée ce qu'on appelle une habilitation, qui est donc un objet à l'instant T, une autorisation à accéder aux données en question. Les points clés sur DataPass, c'est ça.
Euh, je parle rapidement de ce que DataPass ne fait pas parce que ça peut être un point qui n'est pas forcément toujours clair à évoquer. C'est pas un outil qui gère les accès techniques. C'est à chaque fournisseur de données de gérer les accès enfin, l'élément technique d'accès à la donnée. Pourquoi? Parce qu'on va le voir un peu après, l'accès à la donnée, il peut se faire de plein de façons différentes. Ça peut être de l'API, ça peut être de l'échange de fichiers, ça peut être de l'accès à un portail, ça peut être plein de choses. Euh, Nous, côté DataPass, on se charge de faire on va dire, l'interconnexion, la contractualisation entre le fournisseur de données et le fournisseur de services. Mais ensuite, l'aspect technique, il faut que ça reste à la main du fournisseur de données parce que les fonctionnements, on va dire, sont trop différents et c'est voilà, le fournisseur de services a la main sur sa donnée, sur le moyen technique, il le gère ainsi. Je mentionne aussi la gestion des accès au bac à sable, donc pour préciser rapidement, donc le bac à sable, ça veut dire de la donnée fictive pour éventuellement faire des tests sur l'interconnexion technique ou des choses comme ça. Par essence, c'est pas la raison d'être de DataPass. Pourquoi? Parce que évidemment, qui dit données fictives dit Dit, pas, dit, pas dit, de, dit que pas de ce cadre n'est pas de la juridique. donnée restreinte. C'est ça. Et donc, à ce titre-là, c'est de la donnée qui est communicable à tout un chacun. Et il n'y a pas cette étape de vérification de est-ce que tu es bien une administration, est-ce que ça rentre dans tes missions, etc. C'est ça. Puisque ce sont des informations qui sont, par principe, accessibles à tous. Voilà, c'est ça. Effectivement, la donnée est restreinte et tout comme Mm. on est dans le cadre de la rentrée de DataGouv Mm. qui expose énormément, notamment de données ouvertes, on va évidemment Mm. éviter de mettre derrière un rideau d'habilitation, entre guillemets, de la donnée qui peut complètement être de la donnée ouverte. Et dans le volet DataPass ne fait pas la gestion technique, ce n'est pas DataPass qui permet de se raccorder intrinsèquement à une API. Le fruit de DataPass, je dirais le succès de DataPass pourra donner lieu à la mise à disposition de certains outils techniques et notamment un jeton pour accéder à l'API, mais le raccordement technique, DataPass ne fait pas ça. Oui, tout à fait. Donc, pour passer sur DataPass concrètement, je me suis mis dans un cas de figure. Alors, je suis sur un site de test, évidemment. Je me suis mis dans un cas de figure où je suis, moi, Jean, ici, un membre je travaille à la mairie de Los. Et je me suis mis dans un cas de figure où je veux accéder à l'API particulier, qui est un produit qu'on mentionnera juste après, pour faire une démarche. Alors, ici, voilà, par exemple, de gestion des structures de petite enfance, faire de la tarification intelligente de ces services-là. Je ne repasse pas par tout le remplissage du formulaire, donc je vous ai fait rapide, mais là, pour vous redonner le contexte, j'ai rempli quelques éléments qu'on voit ici et je vais les défiler ici pour que vous voyez la structure, on va dire, un peu classique d'une habilitation à de la donnée. Alors, évidemment, les questions qui sont posées peuvent différer selon la donnée dont on parle parce qu'il peut y avoir des spécificités métiers qui vont nécessiter telle ou telle information dans le cadre de la demande d'habilitation. Mais dans l'ensemble, on va passer par des sections qui sont assez classiques et qui recoupent avec ce qu'évoquait Perica. Par exemple, ici, la section du projet, ça, c'est un élément assez important puisque de l'autre côté, côté fournisseur de données, quand ils vont recevoir cette demande que je m'apprête à leur soumettre, ce que le fournisseur de données va chercher à comprendre, c'est déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que moi, fournisseur de service, je veux faire. C'est-à-dire que je viens demander de la donnée. Pourquoi? À quoi ça va servir? En quoi ça va servir l'usager? Est-ce que c'est cohérent avec, tu parlais tout à l'heure, Perica, du fait de vérifier que c'était effectivement une administration. Là, on affiche quelques informations des API de l'INSEE et on renvoie vers, par exemple, la fiche du site de l'annuaire des entreprises pour vérifier effectivement à quelle entité on a affaire. Là, on voit par exemple qu'on est sur une administration, une collectivité territoriale, cas relativement classique, par exemple, dans le cas d'API particulier. Donc, on comprend assez facilement ici que la gestion des structures de petite enfance est cohérent avec les missions de l'administration dont on parle. Et on regarde justement, on est raccordé, je dirais, à nos bases de données, et du coup, ça nous fait une sorte de pré-tri. Et comme vous le voyez, la commune de Los a son code APE qui indique bien que c'est une administration publique générale. Donc, ça nous donne déjà un premier indice en disant, ce demandeur est connu dans nos bases de données comme une administration. Et donc, c'est déjà un premier pré-tri qui est fait par DataPass. Oui, tout à fait. Là, on a été assez succinct sur la description.
en réalité, dans les cas de figure où on est sur des cas, on va dire, classiques, une description peut être assez rapide comme ça. Il peut, il peut y avoir des cas où c'est un peu plus, comment dire, ça sort un peu plus du cadre et Mmh. dans ce cas-là, un peu plus de contexte sera nécessaire pour effectivement Mmh. comprendre la finalité et voilà, pourquoi cette demande. Euh, les modalités d'appel de l'API, ça c'est une section qui est un peu plus optionnelle, qui va dépendre, comme je disais, de la donnée en question. Mais là, par exemple, on parlait de modalités techniques et là, on voit que la modalité qui est choisie, c'est via un jeton d'accès, donc ce qui Mmh. sous-entend via l'accès à de l'API. Ça peut être différent selon l'API Mmh. particulier, par exemple, ça peut être selon la donnée, ça peut être sur le site du formulaire quotient Mmh. familial, mais bref, Mmh. ça fait Mmh. l'objet d'autres. Mmh. On n'en parlera pas ici, mais je pense que vous aurez des Mmh. webinaires qui vous parlent plus de ce sujet-là. On a bon, le traitement des données personnelles pour voir rapidement Mmh. Ouais. quel traitement sera fait. Bon, là, de Mmh. façon assez classique, ça va être les agents instructeurs et la Mmh. durée de conservation peut dépendre notamment Oui, oui. du. Mais ça, c'est des points, je dirais, quelque part de Je suis vérification d'accord, tout à que fait. cette problématique des données à caractère personnel a bien été analysée, instruite, qu'on a bien pensé à une durée de conservation, etc. Et on a mis des petits éléments, je dirais, alors, d'alerte. Quand on voit, par exemple, que la durée de conservation va au-delà de 36 mois, Ouais. ça nous semble un peu troublant parce qu'on va dire grosso modo, la durée d'utilité administrative, elle est calquée plus ou moins sur la durée de prescription quand il s'agit d'une demande ou d'une déclaration. Et la durée de prescription est en général de 3 ans. C'est pour ça qu'on a fixé la durée de conservation sur 36 mois. Et après, quand la période de prescription est dépassée, il n'y a pas vraiment d'utilité de conserver cette information. Hmm. Donc, on a mis comme ça des petits éléments, je dirais, de contrôle et de vérification en disant nous alertons le délégué à la protection des données à caractère personnel. C'est pour ça qu'on demande au demandeur d'indiquer ses coordonnées. Et puis, on vérifie si la durée de conservation nous semble cohérente. Tout à fait. Pour aller sur un point qui a évidemment été beaucoup évoqué par Perica, sur le cadre juridique, là, on retrouve typiquement l'article L114.8 du CRPA qui est mentionné, ainsi que l'article du Code de l'éducation, puisqu'on parle effectivement ici de services, Mm. liés à l'enfance. Donc les articles sont mentionnés ici. Bon, là, comme je vous disais, on est sur un Mm. site de test, donc mon fichier vide, dans la réalité, ça aurait plutôt été une Mm. délibération. Et Qui... ça, c'est véritablement, j'aurais tendance à dire, un peu le cœur du sujet. Ouais. C'est-à-dire, nous allons vérifier que vous êtes légalement habilité à accéder à l'information qui est demandée. Et où est-ce qu'on saura si vous êtes légalement habilité? Ben, le plus généralement, alors quand vous êtes une commune, vous avez une clause de compétence générale qui figure dans le Code général des collectivités territoriales. Donc, je dirais, votre volonté et votre nécessité de collecter telle ou telle information, ben, vous la retrouvez dans la délibération du conseil municipal qui a décidé de lancer tel et tel service. Ou bien vous allez regarder dans les missions de création de la direction qui vous demande en disant bah, moi je suis la direction, je dirais, ou je suis la caisse nationale d'allocation familiale et donc j'ai besoin de ces informations-là pour pouvoir délivrer des aides aux familles. Donc ce sera, je dirais, quelque part notre cœur d'analyse en disant vous, est-ce que vous êtes légalement habilité et prouvez-le moi quelque part. Tout à fait. Le dernier point qui doit être cohérent avec ce qu'on a évoqué jusqu'ici, c'est évidemment les données en question. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, la commune arrive avec un cadre juridique, une description de projet, une mission, parmi ces missions, voilà. Mais est-ce que les données qui sont demandées parmi toutes les données qui sont exposées dans l'API sont cohérentes avec ça? Alors ici, par exemple, je suis passé rapidement dessus, mais dans la mesure où j'ai sélectionné un cas d'usage lié, comme on le voit ici, à la gestion, à la tarification de la cantine, nous, on a fait un pré-tri qui est qu'on n'affiche pas toutes les données disponibles d'un pays particulier, mais uniquement celles de la CAF et de la MSA qui sont liées au Mm. quotient familial, parce qu'on sait que c'est ces données-là qui vont être pertinentes. Le quotient familial, évidemment, c'est une donnée assez incontournable dans ce cas de figure-là. Mais par exemple, la commune aurait pu demander les identités des enfants, l'adresse du foyer, des choses comme ça. Mais là, la question, ça va être pour chaque donnée qui est demandée, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est nécessaire par rapport au Mm. projet Mm. et aux cadres juridiques qui ont Mm. été évoqués?
Et ce côté de nécessité, c'est le principe de minimisation qu'on va retrouver dans le RGPD. Et dans ce cas de figure, si on dit par exemple une collectivité a délibéré et elle va calculer le tarif de la cantine uniquement sur le quotient familial CAF, eh bien, on ne va lui fournir que ces données-là. En revanche, la collectivité qui a dit moi, je veux pouvoir calculer à la fois sur le coefficient CAF, mais à la fois sur l'impôt de référence, eh bien, on pourra lui communiquer également les données de la DGFiP. Donc, ce sera en fonction, je dirais, des missions qui ont été établies et on restera sur ce principe de minimisation. On termine par la dernière section qui sont les personnes impliquées. Alors là, on a un mélange de personnes qui sont à la fois pour des raisons métiers, enfin, notamment le contact technique. Il va être demandé pour la transmission. On parlait de jetons tout à l'heure là, dans l'habilitation pour la transmission du jeton en question. Le contact métier, évidemment, c'est une personne qui va être utile au fil de la vie de l'habilitation et notamment dans les éventuels échanges relatifs à l'accès concret aux données. Mais on a également le DPD qui est mentionné ici parce que une fois que l'habilitation vivra et une fois que les données seront échangées, il y aura potentiellement nécessité d'échanger avec le DPD selon l'usage qui est fait. Et notamment, là, elles sont mentionnées ici. Alors bon, le fait d'en prendre connaissance, de les valider n'est pas forcément une nécessité absolue, c'est plus une façon de les présenter. Mais les CGU qui sont présentés ici sont les CGU de la source de données en question, donc en l'occurrence là de l'API particulier. Et donc, ce sont les CGU qui vont codifier, on va dire, l'usage qui est acceptable ou non de la donnée une fois l'habilitation valide. Et puis, c'était aussi une demande des différentes déléguées à la protection des données en disant il y a des services qui veulent accéder à des données, qui vous font la demande et on n'est même pas informé. C'est ça. Donc, du coup, on a dit vous voulez être informé, eh bien, on vous enverra un petit message d'alerte à chaque fois qu'une de vos directions, une des administrations donc, sur lesquelles vous rayonnez, fait une demande d'accès à l'information. Ouais, tout à fait. Donc, on soumet le formulaire. Voilà. Moi, côté demandeur, effectivement, j'ai mon interface qui me permet de voir que la demande que je viens de déposer, elle est en cours d'instruction. Et là, je vais passer côté instructeur, donc côté fournisseur de données. Moi, j'ai une autre interface avec toutes les demandes qui m'ont été faites et où je vois notamment celle-ci qui est celle que je viens de déposer. Alors là, c'est assez simple. Je vois en fait toutes les données telles qu'elles ont été remplies par le demandeur. Donc là, on ne va pas refaire le travail d'analyse parce qu'en réalité, on l'a évoqué côté demandeur. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est soit je refuse, je demande des modifications ou quelqu'un un échange va pouvoir se des faire. modifications, le plus souvent, c'est un complément d'information en disant vous avez dit que c'était pour vos missions, je n'ai pas identifié le texte qui décrit vos missions, veuillez nous le transmettre, etc. Donc, soit on demande un complément, soit on dit OK. Et puis, des cas de figure comme ce que décrivait Nicolas pour la commune de l'Eau, c'est-à-dire la création d'un portail famille dans une collectivité, j'aurais tendance à dire c'est un cas d'usage du quotidien. Et en général, dès qu'on voit que c'est une collectivité, qu'elle veut faire ça et qu'elle a une délibération digne de ce nom, je dirais la phase d'analyse n'est pas très complexe. Oui. Et on dit c'est validé parce que ce sont des cas qu'on connaît, je dirais, en masse. Oui, dans ce cas-là, ça peut être plus limite plutôt sur la minimisation des données, qui est aussi un autre cas de figure classique de demande de modification. Bon, là, je vais valider cette demande pour juste vous montrer rapidement ce qui va se passer. C'est que je reviens côté demandeur, j'actualise et là, en réalité, c'est maintenant une habilitation que j'ai et où là, bon, moi, en tant que demandeur, évidemment, j'ai reçu un mail qui m'informe que ma demande a été acceptée. Le responsable technique a reçu un email qui lui permet d'aller côté, comme je disais, fournisseur de données pour éventuellement récupérer le jeton. Et Pereka, comme tu mentionnais, le DPD, il est aussi lui, informé. Il est informé et puis après, à lui d'entrer en contact avec certains des agents en disant tu demandes, OK, on t'a donné l'accès, mais qu'est-ce que tu veux faire, etc. Est-ce que c'est bien prévu dans notre registre de traitement et ainsi de suite. Donc, tout à fait. Voilà. Et là, juste dernier point, pour faire la transition avec la suite, on voit ici donc un petit lien récupérer mon accès. Et donc là, vous voyez en bas à gauche de mon écran que par exemple, là, on sortirait de DataPass et on irait sur l'API Manager, enfin bref, l'espace côté API particulier,
pour récupérer le jeton. C'est-à-dire que la mission de DataPass, entre guillemets, elle est terminée dans le sens où la contractualisation juridique, elle est faite. Maintenant, la question, c'est l'aspect technique qui va en découler. Mais ça, on fait des passerelles avec les outils pour que ce soit fluide et que ce soit rapide, notamment du point de vue du fournisseur de service, puisque sa finalité, c'est quand même la donnée. Mais on va sortir de DataPass, puisque DataPass, l'aspect juridique est terminé. Donc, tu veux revenir sur... oui. Ouais. À moins qu'il y ait des questions sur la présentation de DataPass comme outil, je dirais, de vérification du droit à en connaître quelque part. Il y a pas mal de questions qui ont été posées là pendant la présentation de DataPass. On peut peut-être les passer un peu en revue. Allons-y. Alors, la première, est-ce que DataPass est interopérable ou se substitue avec un dataspace qui va proposer des connecteurs et des smart contracts pour assurer le partage de données sous conditions? Alors, nous, on avait imaginé cet outil, je dirais, pour nos besoins personnels, puisque, et ça je l'évoquerai un petit peu plus tard, je dirais la mise à disposition des données peut être, ou dans certains cas, doit être assurée par certaines administrations, mais également par la DINUM. Donc nous, on avait ce besoin, je dirais, d'outils de gestion, et ce n'était vraiment qu'un outil de gestion dans le cadre des échanges de données tel qu'on le prévoyait au 114.8 et selon les modes de fonctionnement du 114.8. Et on l'avait fait, je dirais, pour nos besoins personnels. Ce n'est pas un outil de contractualisation, puisque en tout état de cause, il n'y a pas de contrat, puisque c'est une obligation légale de demander et de communiquer à celui qui demande. Et puis, c'est une mission d'intérêt public pour celui qui va traiter des demandes et des déclarations. Donc, il n'y a pas lieu à contractualiser. Donc, on ne l'avait pas imaginé pour ça. Néanmoins, je dirais, cet outil, il a été développé par la DINUM dans le cadre de ses missions de service public. En tout état de cause, le code est libre. Et donc, chacun est libre de le prendre et de l'adapter selon ses besoins. Mais ça n'avait pas été imaginé, je dirais, dans un but de smart contracting. Ça marche. Alors une autre question, y a-t-il des contrôles a posteriori pour savoir si la donnée a bien été utilisée et pourquoi elle avait été demandée? Ouais. Alors c'est possible, mais ça c'est à la main du fournisseur de données en réalité, puisque le fournisseur de données a la main sur l'élément technique. Notamment, bon là on parlait d'API, si on est dans le cas d'un API manager, c'est via l'API manager qu'ils vont pouvoir gérer les jetons et mesurer le nombre d'appels, enfin voilà, l'accès à la donnée. Ça en réalité, DataPass, on n'a pas cette information. Donc est-ce qu'il y a des contrôles a posteriori? Je dirais qu'il serait bien d'en avoir, mais c'est à la main de chaque FD de le faire. Il pourrait y en avoir, mais si la question c'est est-ce que c'est la DINUM qui assure ces contrôles, la réponse est clairement non, parce que ce n'est pas de notre responsabilité. Globalement, si je fais la chaîne des responsabilités, au moins sous l'angle RGPD et les différents responsables de traitement, le producteur de la donnée, imaginons la DGFiP pour la donnée fiscale, la DGFiP est responsable de son traitement des informations sur les contribuables dans son système d'information. Soit il y a la DINUM qui est entre le demandeur et la DGFiP, et donc la DGFiP transmet à la DINUM pour que la DINUM transmette à l'administration qui en a besoin. Donc durant cette phase-là, c'est la DINUM qui est responsable, et nous, notre responsabilité, c'est de veiller à livrer la donnée à des administrations autorisées. Et après, quand on transmet l'information et qu'elle intègre le système d'information de l'administration qui obtient les données, etc., c'est elle qui est responsable de ce traitement et c'est elle qui doit procéder à toutes ces vérifications. Et notamment son délégué à la protection des données personnelles en disant est-ce que les données sont bien utilisées pour les besoins qui ont été déclarés à la DINUM? Est-ce que les données sont bien en adéquation? Est-ce qu'il n'y a pas trop de données par rapport à ce que cela devrait être, etc. Et ça, c'est de la responsabilité, je dirais, en l'occurrence, de ma commune de Los, de vérifier ça, mais ce n'est pas de la responsabilité de la DINUM. Et alors, ça me donne aussi l'occasion de parler d'un autre sujet, parce qu'il y a des pratiques qui sont assez diverses dans les administrations, et notamment, il y a certaines administrations qui, en dehors des critères de
c'est une administration, ça rentre bien dans ses missions légales, les données sont proportionnées et qui demandent d'autres informations, et notamment des éléments qui vont être relatifs à la sécurité du système d'information de l'administration qui obtient ces données. Et nous, on a plutôt tendance à considérer que ce n'est absolument pas de la responsabilité du fournisseur de données de vérifier ce point-là, et donc ça ne peut pas être un critère de refus. Donc le fait de dire « je ne te donne pas parce que ton système d'information ne permet pas d'assurer la sécurité des données », eh bien c'est de la responsabilité de l'administration qui est à la tête du système d'information d'assurer la sécurité. Et ce n'est ni au demandeur, ni à la DINUM de vérifier ce point-là. C'est très clair, pour moi en tout cas. Une autre question, est-ce que les éditeurs de logiciels pour des collectivités territoriales utilisent ces API? Peut-on avoir la liste des éditeurs et des API? Alors, les éditeurs en tant que tels ne sont pas éligibles pour accéder à l'échange de données, puisqu'on parle bien d'échange de données entre administrations. Donc, la demande doit émaner d'une administration. Après, il est tout à fait loisible à l'administration dont la demande est satisfaite de transmettre le jeton technique à l'éditeur pour que lui fasse, je dirais, les interventions techniques. Mais en soi, nous ne connaissons que les administrations et les fournisseurs de services des administrations, les prestataires de services des administrations. Malheureusement, on n'a pas toujours une visibilité. Non, c'est ça. C'est pour ça que faire une liste des éditeurs, non, ça semble difficile. Après, on a effectivement connaissance du fait que certains éditeurs, parce que vous parlez tout à l'heure du responsable technique, de la gestion des jetons, ça peut arriver que des communes, notamment je parlais tout à l'heure de communes qui n'ont pas forcément de grandes compétences techniques, délèguent énormément l'aspect technique à leur éditeur et donc demandent à ce que ce soit leur éditeur qui ait principalement la main sur le jeton. Et ensuite, sur la liste des API, en réalité, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur DataGouv et de chercher sur les API qui vous sont utiles, parce que je pense que l'angle de recherche de j'ai un éditeur, à quelle API puis-je accéder, à la limite, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir avec votre éditeur, mais ouais. Alors après, je dirais... On a quand même... Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Vincent Mazdalek, oui, on vient de sortir un site qui permet justement, selon les cas d'usage, de trouver les éditeurs qui savent utiliser les API dans le cadre de ces cas d'usage et qui vont pouvoir, donc vous, collectivité, vous allez pouvoir savoir quel éditeur choisir si vous voulez faire du dites-le nous une fois. Donc ça, on l'a fait sur simplifion.data.gouv. Vous retrouvez votre cas d'usage et vous avez la liste des éditeurs. Alors, on est en train de construire, de consolider l'ensemble de la liste. Mais effectivement, on a fait ce travail-là que de lister les éditeurs qui sont en mesure d'utiliser les API. Qui sont en capacité de les utiliser. En revanche, on n'a pas un jeu de données qui dira telle collectivité à tel éditeur, etc. Alors après, ce sont des informations qui pourraient se recouper, puisqu'on a, comme je le disais, le jeu de données de qui a demandé l'accès à la DINUM, pourquoi faire, etc. etc. Ouais. Après, pour tout ce qui concerne les attributions de marché, tout ça, ce sont des informations qui sont en principe publiques. Et donc, si on recoupait, je dirais, l'administration qui demande et l'administration qui a attribué les marchés à un éditeur, potentiellement, on pourrait créer cette liste. Mais à ce jour, nous ne l'avons pas, nous, DINUM, en dehors de ce que précisait Vincent, c'est-à-dire la liste des éditeurs qui sont aptes à mettre en œuvre les échanges de données tels que prévus dans le code. Est-ce que vous voulez passer à une autre question? Allons-y. Dans le cas du quotient familial, on récupère l'information en masse de manière automatique, un port automatique dans un logiciel, ou bien on va récupérer une donnée dans votre environnement à ressaisir? L'idée, l'idée, bien évidemment, c'est d'obtenir la donnée. Donc, alors, peut-être que... Est-ce qu'on a d'autres questions derrière, Tana, ou pas? Il y en a deux autres pour l'instant. Ok, gardons celle-là pour tout. Alors, peut-être qu'on celle-là, je veux bien y répondre, mais allez-y. Peut-être qu'on peut avancer sur les modalités d'échange. Ouais. Et peut-être que les modalités d'échange
permettront de donner quelques illustrations et quelques éléments de réponse pour ces questions-là. Super. Donc, pour ce qui concerne les modalités d'échange, je dirais, elles sont fixées à partir des articles 114.9 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration. Donc déjà, le 114.9.5 nous dit qui met à disposition les données et comment elles sont mises à disposition. Donc, on parle bien de données, et donc à ce titre-là, ce sont des informations qui sont sous forme numérique, et les échanges se font uniquement par l'intermédiaire de traitements automatisés. Traitements automatisés qui assurent la traçabilité des échanges, la sécurité, et ainsi de suite. Et le 114.9.5 nous dit qui est chargé de la mise à disposition. Alors, nous avons des administrations qui sont désignées pour certaines données. En l'occurrence, je dis la donnée fiscale, seule la DGFiP peut la communiquer. La donnée sociale, les organismes de protection sociale. La donnée éducative, le ministère de l'Éducation nationale. Les diplômes, les organismes qui délivrent les diplômes ou qui en assurent la certification, etc., etc. Donc, le principe, c'est le producteur de données, ou en tout cas celui qui est listé dans cet article 114.9.1, et le cas échéant l'ADINUM, qui peut jouer le rôle, je dirais, quelque part, de guichet unique, etc. Et quand on parle d'échange de données par traitements automatisés, bah, ce n'est pas de l'échange de données, j'aurais tendance à dire, au téléphone, où je passe l'information à mon collègue, ou alors je note sur un post-it, etc. Non, on parle bien de traitements automatisés, et Nicolas l'a évoqué, on a voulu embarquer les anciens traitements de données qui sont les traitements par batch, on va dire. Il y a un gros fichier qui part de la DGFiP le soir et qui vient s'intégrer dans le système d'information des affaires sociales, ou bien le contraire. Et donc, à cette époque-là, et ça, ces échanges, ils datent grosso modo des années 90, où on a créé des grands centres de traitement de ces fichiers-là, et notamment, on a le Centre national de traitement des données fiscales, le CNTDF, qui a ce rôle d'envoi du fichier fiscal, je dirais, au partenaire, et le partenaire vient écraser la base de la veille, etc. Donc ça, c'est le gros système et les gros fichiers. Le reste, ce sont vraiment des données qui sont des données individuelles. C'est-à-dire, moi, je suis dans la collectivité, dans la commune de Los, j'ai mon parent qui est Nicolas, et Nicolas me demande l'inscription de ses enfants à la cantine, eh bien, moi, je ne vais obtenir que la donnée qui concerne Nicolas. Et l'idée, c'est que cette donnée s'intègre directement dans le système de gestion de la collectivité, et non pas s'intégrer dans notre applicatif. Nous n'avons pas d'applicatif de gestion. Nous avons des applicatifs, je dirais, de demande, c'est DataPass. Nous avons des API que nous déployons, mais l'idée, c'est vraiment que l'information s'insère dans l'outil de gestion des agents. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, et que c'est important que l'habilitation soit faite au nom de la commune, de la collectivité, et pas de l'éditeur. C'est parce qu'en réalité, la personne qui va faire l'interrogation et recevoir la donnée, c'est bien l'agent instructeur de la commune, via le logiciel, certes, mais c'est quand même la personne, la personne qui va recevoir cette donnée-là, c'est bien l'agent. Donc, vous voyez qu'il y a des modalités, je dirais, technico-juridiques d'échange, et puis il y a aussi des règles techniques pour ce qui concerne la sécurité. Donc, bien évidemment, la sécurité, j'aurais tendance à dire, à la fois du dispositif d'échange, on va dire, imaginons que c'est des échanges qui passent par l'ADINUM, donc nous, notre système d'échange doit être homologué, sécurisé au bon niveau de sécurité en fonction des données qu'on traite. Mais comme je disais tout à l'heure, une fois que la donnée est intégrée dans le système d'information de ma commune de Los, eh bien, c'est la commune de Los qui doit assurer la sécurité. Donc, il y a la sécurité du dispositif d'échange, et puis il y a la sécurité, je dirais, aujourd'hui, du traitement de fond qui est l'applicatif qui est déployé dans les administrations. Et à ce titre-là, le code prend bien la peine de rappeler que seuls les agents dûment habilités des administrations qui vont obtenir les données
ont accès juridiquement à ces données-là. Donc, ça nécessite aussi, je dirais, de se poser la question dans la collectivité et dans ma commune de Los en disant qui sont les agents qui vont traiter les inscriptions à la cantine et comment veiller à ce que juste ces seuls agents aient accès à ces informations. Parce que l'idée, ce n'est pas de donner accès. Si je prends l'exemple de... alors, je ne vais pas prendre la commune de Los parce qu'elle est petite, mais si je prends une métropole, l'idée, ce n'est pas qu'on dise je vais donner l'accès à une métropole pour une mission déterminée et qu'à la fin, tous les agents de la métro aient accès à toutes les informations, je dirais, des contribuables, des assurés sociaux, etc. Donc, le principe, c'est vraiment chaque agent dûment habilité de l'administration qui va traiter les demandes et les déclarations ou qui va mener l'action proactive a accès aux informations. Donc, du coup, ça m'a permis de répondre à la première question qui était de dire est-ce que la donnée s'intègre dans l'outil de gestion de l'administration ou bien c'est sur l'applicatif de la DINU? Vincent, je sais pas si tu voulais compléter. Ah, je t'ai toujours en mute. C'est vrai. Et effectivement, pour l'instant, on ne transmet pas des fichiers de masse, mais c'est comme l'a dit Périka tout à l'heure, c'est à l'occasion de la démarche de l'usager que vous allez pouvoir utiliser une API pour récupérer le quotient familial de l'usager. Après, ce qu'il est quand même possible de faire, et lorsque la délibération de la commune le prévoit, c'est une mise à jour de ces quotients familiaux, toujours dans vos applications, pour faire en sorte que la tarification typiquement de la cantine sur la base du quotient familial soit au plus près des ressources de la famille. Ça c'est une possibilité qui est offerte. Pour l'envoi en masse, là, on est sur une autre disposition de l'article L114-8 du Code des relations entre le public et l'administration. C'est de la proactivité et pour l'instant, on n'a pas encore les outils, même s'ils vont arriver, qui vont permettre à une collectivité d'attribuer directement un droit ou donc d'adapter sa tarification en fonction d'un fichier de masse. Donc peut-être qu'on peut prendre les questions, Tana, qui ont été posées sur la présentation. Et puis après, je voudrais consacrer quelques petits instants à parler. Alors, ne tenez pas compte des fondements des échanges du CRPA, parce que c'est un autre sujet. Je me suis trompé, oui. C'est plutôt un droit de communication, parce que les échanges d'informations ne concernent que des procédures qui sont liées à des usagers, des demandes des usagers, des déclarations des usagers, ou bien la proactivité à l'égard des usagers. Mais sachez qu'il y a également des dispositions qui permettent à une administration de demander la communication d'un document administratif, c'est-à-dire document administratif, je dirais une base de données, un rapport, une étude, enfin, quelle que soit la forme ou le support, mais qui sont pas pour des procédures qui sont liées, je dirais, au traitement d'une situation d'un usager, mais qui sont plutôt liées à des missions de service public. Et ce qui est plus ou moins, j'aurais tendance à dire, le corollaire du droit d'accès ou du droit à l'information par la liberté d'accès aux documents administratifs qui est appliquée aux administrations. Donc sachez que, en vertu de l'article 1er de la loi pour une république numérique, une administration est tenue de communiquer à une autre administration les informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses missions de service public. Donc là, il y aura un critère un peu en plus en disant « je suis bien une administration », c'est bien pour l'accomplissement de mes missions de service public. Les données que je demande et les informations que je demande sont en lien avec cette mission de service public. Et là, les modalités ne sont pas les mêmes modalités que l'échange de données, puisque ce sont les modalités, je dirais, traditionnelles du droit d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire que c'est le demandeur qui choisit s'il veut consulter sur place, s'il veut une copie numérique, s'il veut une photocopie, etc., etc. Et évidemment, tout ceci doit également
s'inscrire dans le respect des secrets protégés par la loi et dans la protection des données à caractère personnel. Et que ce soit pour l'échange de données ou que ça concerne la communication d'informations entre administrations, aujourd'hui, il n'est prévu absolument aucune tarification pour aucun de ces services, que ce soit de la communication ou que ce soit de l'échange de données. C'est une obligation légale. Et donc, à ce titre-là, on n'est pas obligé de payer pour s'acquitter d'une obligation légale. Donc, tout cela étant dit, il nous reste les questions. Ouais, je pense qu'on peut prendre une dernière question parce que le temps file. Alors, la question, c'est si l'administration en question est votre ministère de tutelle, par exemple, devrait-on lui demander de justifier que cela rentre dans ses missions? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la situation. C'est le cas d'une administration qui se ferait une demande à elle-même. Je pense, enfin, moi, c'est ce que je comprends en tout cas dans la question. On ne se fait pas de demande à soi-même, puisque là, on parle d'échange de données entre administrations, donc on part du principe que ce sont des administrations qui sont tierces l'une par rapport à l'autre. On ne pourrait pas avoir des cas de... parce que la question du ministère de tutelle, c'est effectivement des équipes qui sont proches, mais qui sont sur des produits différents et qui pourraient profiter l'un l'autre de données... Ou alors, ce serait la relation peut-être entre un établissement public et sa tutelle. Moi, c'est ce que je vois parce que c'est quelqu'un de l'Agence nationale de la recherche. D'accord. Et qui voudrait accéder aux données du ministère. Bien, en tout état de cause, je dirais, le principe, dites-le nous une fois, il fonctionne. Puisqu'on part du principe que on ne peut pas demander à un usager la communication d'une information qu'on détient déjà. Donc, soit on est dans le même ministère et on la détient déjà, donc évidemment, on ne va pas la demander à quelqu'un d'autre. Ou bien qu'on peut se procurer par ailleurs, et le par ailleurs, en général, c'est plutôt pour une administration tierce. Mais dans ces cas-là, à mon sens, il n'y aura pas lieu d'organiser un système d'échange de données entre deux administrations différentes, mais ce serait surtout, ce serait aussi simplement qu'un dispositif de communication, je dirais, d'un service à un autre service, parce que ce sont des informations qu'on a déjà chez nous, quoi. Oui, en interne, oui. Alors, la personne a un peu précisé sa question et indique un ministère de tutelle qui demande à son opérateur, exemple un établissement public administratif, d'accéder à des données pour un marché non clos encore. Pour un marché, pardon ? Non clos. Non encore clos. Mais c'est pour un marché public. C'est ça dont on parle ? J'essaie de voir si on a d'autres détails. Parce que si on parle d'un marché, je suppose qu'on parle d'un marché public. Et là, pour le coup, on est hors de notre champ qui serait le traitement des demandes et des déclarations d'un côté des citoyens. Et de l'autre côté, on a ce principe de communication entre nous. Donc, si on est dans quelque chose qui est décorrélé, je dirais, de l'action au bénéfice d'un usager, du public, on serait plutôt dans le système de communication que je décrivais et qui figure à l'article 1er de la loi pour une république numérique. Donc, en l'occurrence, l'opérateur pourrait demander à sa tutelle ou sa tutelle pourrait demander à l'opérateur les informations qui lui sont nécessaires pour accomplir ses missions de service public dès lors qu'elles ne sont pas en relation directe avec les usagers. Ça marche. Du coup, je ne sais pas si tu avais d'autres éléments, Périka, que tu voulais évoquer. Non. Mais sinon... Non, l'idée c'était de rester sur ce format relativement court d'1 heure pour qu'il y ait plutôt, je dirais, une présentation d'ordre général et une bonne connaissance de tous, sans rentrer vraiment dans les détails juridico-juridiques ou technico-techniques. Mais bien évidemment, on reste à votre disposition. Si vous avez besoin d'informations, je dirais, plus précises ou d'informations qui sont en lien direct avec certaines actions que vous voulez mener et vous ne savez pas, en fait, comment bien les mener et ainsi de suite, je veux dire, n'oubliez pas que l'ADINUM est là pour répondre à toute sollicitation de n'importe quelle administration
qui verrait sur son chemin une difficulté de circulation de données, d'exploitation de données, etc., etc. On est là pour vous conseiller. Bah, je pense qu'on peut Et peut-être... Ah, vas-y, je t'en prie, Nicolas. on est là pour conseiller à la fois les administrations de l'État, mais également les collectivités territoriales, bien sûr, comme n'importe quelle administration. Alors, dans notre décret, on voit ça au titre des fonctions qui sont assurées par notre directrice en termes d'administration générale des données, des algorithmes et des codes sources. Et à ce titre-là, il y a véritablement la possibilité pour toute personne morale de droit public de saisir l'administratrice générale des données pour toutes ces questions de circulation, de mise à disposition, d'exploitation, etc., etc. Donc vraiment, soit c'est une sollicitation très formelle et on vous rendra un avis très formel, soit c'est quelque chose de très pratique et on peut s'organiser un petit moment d'échange et un petit moment d'accompagnement dans vos différents projets. Bah, du coup, ça sera le mot de la fin. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme le disait Perika, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là. Et comme je le disais aussi en introduction, il y a d'autres webinaires qui vont suivre dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble de la programmation et à vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, vous avez l'adresse donc, qui s'affiche sur votre écran. Donc voilà. Et puis à l'occasion, si vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire c'était bien, c'était pas bien, j'ai été intéressé, ça m'a ennuyé, tout ça. Avec plaisir. Voilà, si on peut avoir un petit peu de retour de votre part, ça nous ferait plaisir pour pouvoir nous améliorer. Voilà, bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Et puis à bientôt, j'espère.